Et si un peuple millénaire avait traversé les âges sans jamais plier face aux empires? Et si, bien avant Rome, Carthage ou même l'Égypte, un peuple libre peuplait déjà les montagnes, les déserts et les rivages de l'Afrique du Nord? Leur nom a été oublié, déformé, effacé. Mais eux sont restés. Aujourd'hui, on plonge dans l'origine mystérieuse des Berbères, les Amazirs, gardiens d'une histoire que personne n'a réussi à faire taire. Aujourd'hui, lorsqu'on parle des Berbères, ou plutôt des Amazirs, leur nom d'origine, on parle d'un peuple sans État, mais présent dans plus de 10 pays, de l'Égypte au Maroc, du Niger aux îles Canaries. Ils sont les premiers habitants connus d'Afrique du Nord, et pourtant, leur identité a souvent été ignorée, effacée, voire niée. Malgré cela, ils sont toujours là, et leur culture, loin d'avoir disparu, connaît même une renaissance. Les Amazirs se définissent avant tout par leur langue, le tamazirt, qui se décline en plusieurs variantes locales: kabyle, chleu, rifin, chaouli, touareg. Mais toutes appartiennent à une même famille linguistique, avec une racine commune très ancienne. Aujourd'hui encore, cette langue est transmise oralement, mais aussi à l'écrit, grâce à un alphabet propre, le tifinagh, utilisé depuis l'Antiquité et remis en avant depuis les années 2000. Mais être amazir, ce n'est pas qu'une question de langue, c'est aussi une culture, une manière de vivre, un rapport au monde. Les villages berbères, souvent perchés en montagne ou en bordure de désert, conservent des savoir-faire ancestraux. Architecture en pisé, tissage de tapis, bijouterie en argent, musique polyphonique et tradition orale millénaire. Aujourd'hui, malgré les siècles de domination romaine, arabe, ottomane, française, les Berbères ne se définissent pas par ce qu'ils ont perdu, mais par ce qu'ils ont gardé. Le droit coutumier, l'organisation tribale, la transmission des légendes, les rites liés à la nature ou aux saisons sont encore vivants dans de nombreuses régions. Dans certains pays comme le Maroc ou l'Algérie, on assiste même à une reconnaissance progressive de l'identité amazighe, langue officielle, drapeau, école, télévision, journaux. Car être berbère, aujourd'hui, c'est refuser l'oubli. Quand on remonte le fil du temps pour retrouver les premières traces des Berbères, on se heurte vite à un brouillard épais. Pas parce qu'ils n'existaient pas, mais parce qu'ils n'ont, pendant longtemps, pas écrit leur propre histoire. Ce sont les autres, les Égyptiens, les Grecs, les Romains, qui ont parlé d'eux, et souvent à leur manière. Les premières mentions remontent à plus de 3500 ans dans les textes des anciens Égyptiens. On y trouve les Tchéhénou, puis les Libou, des peuples blancs aux yeux clairs et à la chevelure claire, vivant à l'ouest du Nil. Certains spécialistes y voient les ancêtres des Berbères. Ces groupes apparaissent tour à tour comme ennemis, alliés ou mercenaires. Ils sont déjà décrits comme des nomades du désert, résistants, insaisissables. Mais ce n'est pas tout. Plus au sud, dans l'actuel Sahara central, les peintures rupestres du Tassili Nager, en Algérie, bouleversent nos certitudes. On y voit des scènes de chasse, de danse, de vie quotidienne vieilles de 6000 à 8000 ans. Certaines montrent des personnages aux traits européens, d'autres des figures stylisées aux coiffes élaborées, parfois montées à cheval. Ce peuple du désert, bien avant les pharaons, maîtrisait déjà l'élevage, l'organisation sociale et l'art. Puis viennent les Garamantes, les Numides, les Maures, tous décrits par les auteurs antiques comme des habitants de l'intérieur des terres, farouches et indépendants. Ces noms changent selon les époques, mais les caractéristiques reviennent: mobilité, résistance, culture propre. L'archéologie confirme peu à peu ce que les traditions orales n'ont jamais cessé de dire. Bien avant l'arrivée des Phéniciens, des Romains ou des Arabes, un peuple déjà organisé vivait là, entre montagne et désert. Et ce peuple, c'était eux. D'où viennent réellement les Berbères? Cette question obsède les historiens depuis des siècles. Et la réponse n'est pas simple, car les Berbères ne sont pas issus d'un seul mouvement migratoire, ni d'un seul peuple fondateur. Leur origine est complexe, ancienne et profondément enracinée dans l'Afrique du Nord. Pendant longtemps, on a proposé des théories contradictoires. Certains les disaient venus du Moyen-Orient, proches des Cananéens ou des Phéniciens. D'autres y voyaient une migration indo-européenne ancienne.
remontant à la protohistoire. Il y a aussi ceux qui évoquaient une origine européenne, citant des traits caucasoïdes, observés dans l'iconographie égyptienne ou les momies du désert libyen. Mais ces hypothèses reposaient souvent sur des observations biaisées, voire colonialistes. Aujourd'hui, avec les études génétiques, le tableau devient plus précis. Les recherches récentes sur l'ADN ancien révèlent que les Berbères portent une signature génétique unique, très ancienne, appelée haplogroupe EM81, quasi exclusive à l'Afrique du Nord. Ce marqueur génétique est présent chez plus de 70% des hommes berbères et remonte à environ 15 000 à 20 000 ans, autrement dit, bien avant l'arrivée des Arabes, des Romains ou même des Égyptiens. L'ADN mitochondrial, transmis par les femmes, montre aussi une stabilité impressionnante. Les populations berbères actuelles partagent une grande partie de leur patrimoine avec les populations préhistoriques locales, notamment celles du Capsien, culture archéologique du Maghreb, 8000 avant Jésus-Christ. Ce que dit la science aujourd'hui, c'est que les Berbères ne viennent ni d'Europe ni d'Asie. Ils sont avant tout les descendants des premiers habitants du Maghreb, enrichis au fil des siècles par des atolls divers, méditerranéens, sahariens, orientaux. Mais leur base, leur socle, est autochtone. Et cela change tout. Parler de l'origine des Berbères sans évoquer leur langue, c'est passer à côté de l'essentiel, car le tamazight n'est pas une langue comme les autres. Elle n'est ni indo-européenne, ni sémitique, ni apparentée clairement à une autre grande famille connue. Elle fait partie du groupe dit afro-asiatique, mais c'est un cousin très éloigné des autres langues de ce groupe. Un cousin qui a conservé des structures archaïques que d'autres ont perdues depuis longtemps. Le tamazight ne se résume pas à un seul idiome. C'est un ensemble de parlers régionaux, parfois très différents entre eux, mais qui partagent une grammaire commune, une syntaxe ancienne et un socle de vocabulaire stable. Kabyle, Schleur, Rifin, Touareg, ces variants sont parlés dans des zones parfois isolées depuis des millénaires, ce qui explique leur diversité et leur résistance. Ce qui frappe, c'est que cette langue a survécu sans État, sans Église, sans académie, uniquement grâce à la transmission orale. Dans certaines régions, des femmes illettrées chantent encore des poèmes ou des proverbes dont les racines linguistiques remonteraient à l'âge du bronze. Mais ce trésor linguistique ne s'arrête pas à la parole. Il existe aussi un alphabet propre, le tifinagh. Utilisé depuis l'Antiquité, notamment chez les Libyens anciens, il a été conservé par les Touaregs et remis à l'honneur dans les années 1990. Aujourd'hui, il orne les drapeaux, les murs, les livres scolaires. Chaque symbole tifinagh est une trace d'un passé vivant. Et si le tamazight est aujourd'hui enseigné dans certaines écoles du Maroc ou d'Algérie, c'est le fruit d'un combat culturel. Car pendant des siècles, cette langue a été marginalisée, interdite, moquée. La faire revivre, c'est affirmer une identité que l'histoire n'a pas su effacer. L'histoire des Berbères est une longue traversée. Traversée des siècles, des empires, des dominations, mais aussi traversée des résistances. À partir du premier millénaire avant notre ère, les Berbères subissent une série de dominations étrangères, d'abord phéniciennes avec Carthage, puis romaines, vandales, byzantines, arabes, ottomanes et enfin françaises. À chaque fois, leur culture est marginalisée, assimilée de force ou reléguée au second plan. Mais à chaque fois, ils survivent, souvent dans les montagnes ou les confins du désert. Sous Rome, les Numides comme Massinissa ou les Maures comme Juba II sont à la fois collaborateurs et résistants. Avec l'arrivée des Arabes, certains chefs berbères embrassent l'islam mais refusent la domination des califes. On pense à Caïnin, reine guerrière et figure emblématique de la résistance berbère, ou plus tard aux grandes dynasties amazirs comme les Almoravides et les Almohades, qui domineront même l'Espagne musulmane. Mais c'est surtout à l'époque moderne que l'effacement devient systématique. Durant la colonisation française, au Maroc et en Algérie, les Berbères sont divisés, utilisés comme levier contre les Arabes, mais aussi dépouillés de leurs terres, de leur langue, de leur système d'éducation traditionnel. Après l'indépendance, dans plusieurs pays,
l'arabisation forcée continue d'étouffer leur culture. Et pourtant, depuis les années 1980, un véritable réveil amazigh s'opère. Manifestations, publications, enseignements dits amazighes, reconnaissance constitutionnelle, au Maroc en 2011, en Algérie en 2016, drapeaux culturels, festivals, chaînes de télévision. Les Berbères reprennent leur place dans l'espace public. Ce n'est pas un retour en arrière, c'est une renaissance, une volonté de renouer avec des racines trop longtemps niées. Être amazigh aujourd'hui, ce n'est pas juste revendiquer une origine, c'est affirmer une fierté, une mémoire, une continuité vivante. L'histoire des Berbères n'est pas celle d'un peuple disparu. Ce n'est pas une ruine enfouie sous le sable, ni une langue morte gravée dans la pierre. C'est une mémoire vivante, transmise de génération en génération, parfois en silence, parfois en chant, mais toujours avec dignité. Malgré les invasions, les conversions, les dominations, les tentatives d'effacement, les Amazirs sont restés debout. Non pas figés dans le passé, mais résolument ancrés dans le présent, avec la volonté de construire l'avenir sans renier leurs racines.